une loi aux États-Unis, c'est que tous les marchés de l'État, il y aura toujours un quota pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas plus de 5 ans, c'est-à-dire dans le domaine. C'est-à-dire, aux États-Unis, certains États, pour encourager les entrepreneurs, donnent un quota de 10 à 30% pour ces jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas le cas ici, malheureusement. Ce qu'on a constaté, c'est que les mastodontes ici écrasent les jeunes. Et donc, il n'y avait pas de place quelque part si on n'est pas épaulé. On a entendu des phrases lapidaires comme ça. Écoutez, moi je viens de telle région, je ne connais personne, qui va m'épauler, si je me casse la gueule, comment rembourser, etc. Donc on a écouté des choses comme ça, quelque part. Et puis, les gens qui venaient des petites villes, les élèves ingénieurs qui venaient des petites villes, nous disaient tout simplement, la thèse a été soutenue, la thèse que j'ai eu le plaisir et le bonheur de diriger, a été soutenue il y a 2 ans. Donc les résultats sont un petit peu... Mais on a entendu ces élèves ingénieurs nous dire écoutez, on ne peut pas s'approcher du gouverneur de la région. Raïs Nunjis al-Baladi, il travaille pour lui, pour sa famille. Des choses comme ça, qui étaient pour nous des éléments révélateurs qui ont une grande signification. Ça veut dire que l'État, même si elle formalise des dispositifs, ne veille pas au contrôle. Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément, il y a l'idée ou l'ancrage de devenir entrepreneur est très fragile. C'est-à-dire que le premier obstacle va secouer le jeune entrepreneur, parce qu'on a posé des questions à ce niveau-là. Si vous rencontrez des difficultés par la suite, comment vous allez vous comporter? Alors, les gens des régions un petit peu lointaines nous disaient écoutez, je vais m'arrêter parce que je n'ai pas envie d'aller en justice. Parce que aller pour eux, dans leur... il n'y avait pas de justice. C'est ça la représentation qu'ils avaient de ce monde-là. Ça, c'est problématique. Donc, grosso modo, on a tiré quelques conclusions. Première conclusion, oui, on peut enseigner l'entrepreneuriat. Deuxième conclusion, l'État doit intervenir pour donner une part de marché, comme ce qui se fait ailleurs pour ces jeunes entrepreneurs. Troisième élément, il faut décentraliser la décision et avoir des informations de proximité concernant cet entrepreneuriat, c'est-à-dire dans les régions, les 12 régions du Maroc, dans les collectivités locales, etc. Il faut qu'il y ait des centres d'information. Concernant par exemple les CRI, les centres régionaux d'investissement, les réponses étaient claires. Ces centres régionaux devaient, et le discours royal a renforcé cette idée-là, les CRI devaient changer d'objectif, de finalité, de méthode de travail, etc. Et le discours royal était clair, c'est-à-dire il convergeait avec cet esprit des étudiants pour changer un petit peu la vision des CRI concernant l'accompagnement, concernant l'aide, etc. Voilà un petit peu les résultats sur lesquels que nous avons obtenus après un travail qui a duré presque 5 ans pour voir est-ce qu'on peut enseigner l'entrepreneuriat, oui ou non. Parce que enseigner l'entrepreneuriat, ça se fait ailleurs. Mais on avait un postulat ou une hypothèse comme quoi la culture freine un petit peu cette intention
de devenir entrepreneur. La culture marocaine, elle freine. Oui, la culture, c'est pas la culture qui freine, mais ce sont les dispositifs qui ne sont pas en relation, je dirais, fluide, directe, avec les jeunes entrepreneurs ou les gens qui avaient l'intention d'être des entrepreneurs. Voilà un petit peu les résultats qu'on a, et on a fait des recommandations. Maintenant, est-ce que ces recommandations ont été prises en considération par les responsables? Ça, c'est pas notre affaire. Nous, on a fait notre travail, travail académique, scientifique, avec un protocole expérimental, exploratoire, et nous sommes arrivés à cette conclusion que la formation peut accélérer l'idée chez l'élève ingénieur de devenir entrepreneur de plus de 10 ans. De plus de 10 ans. Voilà les résultats, et je vous remercie infiniment. C'est toujours un plaisir d'écouter professeur Idela. Je vous remercie pour cette réflexion riche en informations sur le volet académique au sujet du savoir-faire et du développement des compétences entrepreneuriales. Donc un grand merci à nos intervenants pour leur partage d'expérience et de connaissances et leur rapport au sujet de l'entrepreneuriat dans le domaine sportif. Maintenant, on ouvre le champ aux questions. S'il vous plaît, il ne reste pas beaucoup de temps, donc veuillez nous poser des questions précises dans la mesure du possible. Alors, M. Abram s'excuse parce qu'il retourne, il a un voyage tout de suite, donc il s'excuse. Si... Une question rapide. Voilà, et merci M. Abram qui est venu de loin pour contribuer avec nous. Oui, Monsieur Karim. Précurseur du sport de tennis au Maroc. Mais je voudrais continuer parler de rêve. Et c'est là que je vais rejoindre. Pour commencer mon intervention, je commençais par un vieux proverbe de Saint-Exupéry. Faire de rêve, faire de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. Donc, quand Saint-Exupéry, je pense que c'est quelque chose qui donne. Donc, c'est comme ça qu'il faut pouvoir faire. Ma question, c'est pour M. Amin. Je me permets de vous dire M. Amin parce qu'on s'est vu plusieurs fois sur des cours de tennis. Je vais vous rappeler pendant que Mouna Khachafi jouait au tennis, ça fait longtemps. Ça fait de voir un homme très vieux. Et vu que je me souviens de Mouna Khachafi, donc je suis vieux. Les dames sont la même génération. Et je me souviens de M. Et je me rappelle aussi que le Maroc a eu son entreprise au niveau du sport, c'est vers les années pendant l'organisation des Jeux méditerranéens. C'est là où on a connu M. Araf Shkrouni, Khalid Talab, l'Islam, l'Emina, et j'en passe. Et aussi on a vu la génération Aoui Tanawel, et ça là on a commencé à voir une génération qui a explosé, qui est sur le niveau record, au niveau performance, aussi sur l'échelle nationale qu'internationale. Ma question, c'est pourquoi on n'a pas avancé au niveau performance? Quand on voit on a parlé commencé de cités, de villes sportives. Quand je passe par Taza, je vois qu'il n'y a aucun terrain de proximité. À Taza, on n'a pas de terrain de proximité. Donc ma question, c'est où on va notre sport? Pourquoi, monsieur Ami? Vous avez cité une ville qui est très chère pour moi, hein, Taza. Je te dis pourquoi Exactement. Quand on parle de performance, il faut savoir que c'est un process. C'est comme ce qu'a présenté tout à l'heure Sekdira. Et entre parenthèses, bravo Sekdira.
Je suis vraiment heureux, content, je suis aux anges d'avoir pris cette décision de venir vous voir cette jeunesse et d'avoir partagé cette expérience si enrichissante. Je pense que si on écoutait les universitaires, on irait très très loin. On irait très très loin parce que on se complète. C'est impressionnant, on se complète. Et il n'y a pas de miracle, hein. C'est de l'université, c'est de l'école que jaillissent toutes les lumières. Je ferme cette parenthèse, je reviens à la performance. La performance était mon souci le plus ardent pour donner des résultats et répondre présent par rapport à mes responsabilités antérieures quand j'étais le directeur technique national de la Fédération royale marocaine de tennis. Et donc, la performance repose sur plusieurs facteurs. Et quand on prépare une performance, on la prépare pour un timing. Il a parlé, M. Bidil, du timing. Et le timing est un élément très important. Donc, il y a entraîner, participer aux compétitions et être présent au jour J. Donc, les différents facteurs ne sont pas toujours au bon moment. C'est-à-dire que sur le plan physique, un joueur de compétition peut être présent. Sur le plan mental, il est présent. Sur le plan technique, il n'était pas présent ce jour-là. Pourquoi? Parce que peut-être il est dérangé sur un élément et je parlerai tennis, vous m'excusez parce que je suis beaucoup plus technicien en tennis qu'ailleurs. Et si une simple frustration peut agir sur le côté technique et le côté technique ne serait pas présent. Comment? Alors, je suis frustré sur ma tête. Ma contraction musculaire n'est pas normale. Et il y a une contraction supplémentaire. Si elle est de 5%, 6%, c'est la précision de mon mouvement qui n'est pas juste. Et c'est une balle qui est en passing shot au service dedans ou dehors. Et donc, je pense que les facteurs qui déterminent la performance ne sont pas toujours stables et c'est pour ça que la performance n'est pas présente. Maintenant, je ne réponds pas pleinement à la question. Maintenant, si la performance devrait être présente, d'autres éléments académiques doivent être présents. C'est quoi? Quand un pays voudrait préparer un chirurgien, un cardiologue qui va devenir chirurgien, eh bien, il va passer par le primaire, le collège, le lycée, la faculté de médecine, la spécialité. Après, il va devenir chirurgien, il a de l'expérience, il va exceller. Et c'est tout un process. Et sur ce processus de formation, il y a des intervenants. Et il y a un travail qui est quotidien. Est-ce que dans le sport, et particulièrement dans le sport que j'aime beaucoup, on a ce process qui est présent et qu'on respecte? On ne le respecte pas. Il y a des trous. Il y a des trous, mais ce n'est pas des trous. Si on passe par ces trous, c'est la chute libre. Et c'est pour ça qu'on vit avec... il y a un travail et un complément de travail qui vient et on ne sait pas d'où il vient. Et on se dit, on a de la chance. Si je devais parler des 3 mousquetaires dont vous parliez tout à l'heure, moi j'aurais aimé avoir pendant 10 ans Kelly, et Younes viendrait après pendant 10 ans, et Hicham Arazi viendrait pendant 10 ans, et j'aurais 30 ans d'expérience et 30 ans de mouvement. Le timing est... Mehdi Ziadi il a fait des performances impressionnantes. Mehdi Ziadi, je l'ai vu en Afrique du Sud, j'étais à côté de lui, il a fait finale en championnat d'Afrique. Mehdi Ziadi, pour vous dire, il a joué contre Kevin Anderson, numéro 6 mondial actuellement. Comment je l'appelle? La girafe sud-africaine, 2,03 m uniquement. Et souvent, il ne dit pas exactement sa taille, parce qu'il a honte. Mais Ziadi, il avait le potentiel. Est-ce qu'on était là pour l'accompagner? Je pense que c'est pour ça que je disais, on a de la chance. Pourquoi? Parce que l'institution, elle est là, au niveau de la formation de base, pour l'éducation nationale. Pour le côté sportif, est-ce qu'on a mis en place une structure qui va accompagner ces enfants?
Mehdi Ziedi, il a servi son pays, il a servi le drapeau national. Est-ce qu'on a pu le soutenir à partir du moment où il a terminé son parcours sportif? Est-ce qu'on est venu lui dire, il y a une formation pour être entrepreneur? Et Dieu sait s'il en a. Il en a parce que je connais très très bien toutes les personnes qui s'engagent dans la voie de la compétition. La voie de la compétition, c'est pas 1 plus 1 égale 2. La voie de la compétition, c'est 1 plus 1, ça peut faire 10. Je peux gagner le tournoi, je peux devenir très très fort. Ça veut dire qu'il y a un engagement, il y a une dimension qui est importante. On n'a pas accompagné. Donc je reviens pour répondre à votre question et ne pas s'attarder trop là-dessus parce que vous avez touché quelque chose qui est très sentimental sur ce côté-là. Je pense que pour que la performance soit là, pour qu'on puisse progresser, il faudrait installer les éléments qui vont déterminer et qui vont provoquer la performance. Je pense que Saïd Aouita, que vous avez cité, c'est quelqu'un qui a été instigateur. Saïd Aouita c'est un homme hors commun. C'est un homme, j'ai eu le plaisir de partager beaucoup de moments avec lui parce que je travaillais avec lui à Beansport. Donc on a travaillé ensemble, Karim Lanami est avec nous aussi, et on a partagé beaucoup de repas ensemble, et il m'a raconté. Alors, je ne prends que ce qu'il m'a dit. Saïd Aouita est une personne intelligente, hors commun. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a su connaître et maîtriser son corps et déterminer les méthodes d'entraînement. Toutes les méthodes d'entraînement que j'ai pu voir à l'université en France, Roua, il les a expérimentées, il les a appliquées, il les a adaptées à son corps. Et il disait non, cette méthodologie n'est pas bonne pour moi. Parce que après la 3e, 4e phase, je bloque pour telle ou telle chose. Tellement il avait... C'est quelqu'un qui refusait d'aller, ou là de répondre positivement à des invitations de... C'est que simplement, il avait du mal à digérer un repas qui était normal pour nous. Et il le ressentait d'une manière très très pointilleuse. Je pense, pour ne pas s'attarder, installer les piliers qui vont favoriser la performance et ne pas oublier les hommes. Maintenant, on a parlé tout à l'heure, si Adil tout à l'heure, il a parlé de la Fédération Royale Marocaine de Tunis de football avec toutes les réalisations qu'elle a pu faire. Maintenant, il est certain que l'homme, les ressources humaines, doivent être là pour booster toutes les qualités que peuvent avoir la jeunesse marocaine. Et je pense, Dieu sait si on a. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis très heureux de pouvoir assister à cette conférence débat qui a soulevé une question qui est problématique au sein de notre société, voire elle est sociétale, parce qu'elle interpelle un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de dimensions qui sont complexes, de par le personnel et le psychologique, jusqu'à le sectoriel, jusqu'à les politiques de l'État, etc. Moi, je considère que la partie personnelle, je crois, elle a un rôle qui est crucial dans le développement de l'état de la personne qui se veut, bien qui prétend devenir un entrepreneur, mais ça reste un peu limité. Donc, il faut créer en parallèle des conditions qui sont structurelles pour l'accompagnement des jeunes, pour inculquer la culture de l'entrepreneuriat, je ne dirais pas dans un âge jeune, mais à partir du jeune âge, à partir de l'école. Donc l'école, elle a un rôle à jouer pour inculquer la culture et pour un peu, comme dit tout le temps ce dira, donc c'est ôter les voiles qui sont inculqués par la famille. Parce que dans la famille, on nous a dit que l'ambition, c'est d'être un salarié, c'est d'être un fonctionnaire. Et je crois que l'école, de par sa mission, donc elle doit jouer un rôle pour dire aux enfants qu'on pourrait devenir de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il est bénéfique pour la personne, il est bénéfique pour la société, il est bénéfique pour l'économie, etc. Et de là, donc il faut chercher quelque part quelles sont les bonnes méthodes à inculquer cette culture.
surtout dans ce qu'on appelle l'appareil idéologique de l'État. Il y a l'école, il y a la mosquée, il y a l'espace public qui dit à tout le monde de ne pas être entrepreneur, de ne pas être dans l'aventure, dans la liberté, dans le risque, etc. Et c'est des freins qui sont, je crois, socioculturels. C'est le danger sur l'entrepreneuriat. Ça, d'une part. D'autre part, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a un lien important entre, d'une part, le développement de l'entrepreneuriat dans un champ spécifique qui est le sport, et la gouvernance du secteur, ou la gouvernance de... Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de développement du ministère, des organisations professionnelles, des clubs, etc., est-ce qu'elle est en maturité de stimuler l'entrepreneuriat? Ou bien c'est des États qui sont un peu, qui freinent l'entrepreneuriat? Donc c'est une question qui s'impose. Sachant que l'entrepreneuriat, même s'il est un peu faible au niveau du Maroc, même si le nombre de startups est encore faible par rapport à ce qui arrive sur même des pays africains qui étaient très, très loin de notre état de développement, il y a un peu ce qu'on appelle, il y a un peu beaucoup de lacunes et beaucoup de désinformation sur l'entrepreneuriat, voire il y a un problème de durabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'État essaie de créer l'entrepreneuriat à travers des incubateurs, à travers d'autres entrepreneurs, à travers un certain nombre de leviers et de dispositifs. Mais le problème, si on réfléchit en termes démographiques, l'espérance de vie des jeunes entreprises, elle est très faible. Ils n'arrivent même pas soi-disant, à résister plus que 3 à 4 ans. Donc il y a un problème. Je crois que l'État il a un rôle crucial à jouer dans l'entrepreneuriat et ne pas laisser les personnes être un peu complexées par des réticences, par des freins. Et je termine. Est-ce qu'on prend toutes les questions ou toutes les questions? On prend toutes les questions, après je vous laisse. Donc alors je me présente, je suis Selim Malki, je suis étudiant en deuxième année master master en gouvernance et management du sport à l'Institut royal de formation des cadres. Donc je remercie toutes les personnes présentes ici. Je voudrais aussi notifier que grâce à ces événements scientifiques comme cela, peut-être des concurrents se retrouvent à la même table dans un même marché, donc il se peut peut-être. Partenaires carrément, donc c'est super. Je voudrais relever quelques mots qui me paraissent essentiels. Vous avez parlé, M. Messissi, tout à l'heure de la solitude, de la défiance, de la motivation intrinsèque, de prendre des claques surtout, c'est très important, du risque, cette notion de risque, et du savoir-être et des compétences transversales. Donc tous ces mots sont, qui me paraissent des mots qui sont un peu loin de notre culture, de notre société, de notre construit social. Vous avez tout à l'heure parlé de représentation, de perception de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat. C'est des choses qui me paraissent un peu loin, c'est un construit social qui est un peu loin de nôtre, parce que, comme a dit monsieur tout à l'heure, depuis notre enfance, on insiste sur attention, le risque, te fais pas trop remarquer, il faut cela, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qu'on sait où il y a cette défiance, il faut aller vers les autres, il y a des compétences qu'il faut avoir. Donc j'ai 3 questions pour ne pas m'étaler. J'ai une question pour celle-ci, surtout quand vous avez pris ces claques. Comment avez-vous fait pour les surpasser pour votre entourage? Est-ce que c'était votre entourage qui vous a aidé, ou c'est des partenaires, c'est des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées dans l'entrepreneuriat qui vous ont aidé à dépasser? Même si je sais que vous étiez assez âgé quand vous avez commencé votre première expérience. La deuxième question, elle est pour M. Adil. Donc vous avez dit que les compétences transversales et aussi le monde du travail qu'a souligné M. Guedila. Est-ce que, grâce à votre parcours en France et votre école de commerce, je sais que vous avez ce système d'alternance qui vous permet de travailler dans des entreprises pendant votre cursus scolaire, je pense. Est-ce que cela vous a permis très tôt de vous confronter au monde du travail, de savoir ce qui était bon pour vous, pas bon pour vous? Est-ce que cela a été très utile? Vos expériences aux États-Unis aussi, cette mobilité que vous avez eue très jeune, est-ce que vous a permis d'être familier par rapport au monde du travail et pouvoir prendre une décision et faire un choix? Pour revenir à M. Guedila et le choix, quand vous avez fait cette expérience avec les ingénieurs, est-ce que ces ingénieurs n'ont pas eu le choix?
quand ils sont rentrés à l'école d'ingénieur, on leur a dit voilà ce que vous allez étudier. Ils ont ensuite, dans leur perception, voilà ce que je serai, un salarié. Est-ce que ce n'est pas ce manque de communication que vous avez soulevé tout à l'heure et cette désinformation qui les rend un peu vulnérables et qui leur laisse seulement un seul choix, qui est celui de salarié et non pas d'innombrables choix? J'aurais une dernière question à vous aussi, M. Gdira, c'est par rapport... juste par rapport au passage par le salariat, est-ce que dans le Maroc, est-il ce passage par le monde du salariat, parce qu'on n'a pas ce système justement d'alternance et de travailler pendant notre cursus, est-ce qu'il est important? Parce qu'on ne connaît pas le monde du travail, donc on est obligé d'aller voir ce que c'est et après pouvoir entreprendre pour se prendre juste des petites claques. Je vous remercie pour votre attention. Elles sont gentilles. Bonjour, je suis Bouchir Khimarwa, je suis étudiant au Master Gouvernance des organisations sportives. Avant d'entamer, donc je tiens à remercier le comité d'organisation pour ce travail grandiose, ainsi que l'ensemble des intervenants pour leur intervention riche de partage et d'échange. Donc avant de commencer ma question, je vais commencer par une citation de Napoléon Hill, donc pour corroborer et renforcer les propos de M. Rissassi sur le rêve. Donc, tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, sur cette question-là. Donc, ma question est comme suit. Pourquoi dans les pays anglophones, on a une culture entrepreneuriale très ancrée et très omniprésente chez les jeunes là-bas, alors que chez nous et dans les pays francophones, donc on ressent qu'il y a une hésitation et un désintéressement de la part des jeunes, donc qui préfèrent et privilégient l'emploi comme zone de confort au détriment de l'entrepreneuriat. Et merci. Bonsoir tout le monde, je me présente Ali Ilousamen, étudiant en deuxième année du master gouvernance, gestion des ressources humaines et ingénierie des compétences. Je tiens à remercier l'AMGMS pour cette conférence ainsi que les conférenciers et notre cher professeur M. Gdira. Ma question est la suivante. Comment booster l'entrepreneuriat dans le domaine sportif au Maroc, sachant qu'il y a la dominance de l'amateurisme plus que le professionnalisme dans plusieurs disciplines sportives? Bonsoir tout le monde, c'est Madame Zana Lefi. Je suis étudiante à la première année master avec M. Gdira, gouvernance des ressources humaines et ingénierie des compétences. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier M. Gdira de nous avoir invités à assister à cette conférence. Et la question se porte sur un mot qui a été évoqué par pratiquement les invités qui ont partagé avec nous leur expérience, qui est le relationnel. Donc, ma question porte sur le pourcentage que peut jouer un relationnel dans la réussite de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise nouvellement créée par rapport à ce qu'a évoqué M. Gdira, dire qu'il faut développer certains savoirs, savoir-être, savoir comment, donc certains facteurs ou mécanismes ou outils académiques. Donc, quel est le pourcentage du relationnel par rapport à tout ce qui est académique dans la réussite de cet entrepreneuriat qui est le sujet de notre conférence aujourd'hui. Et merci. Bonsoir, je suis Amina, étudiante à la FSE. J'ai deux questions à M. Gdira.
Donc, alors en disant qu'on peut développer le profil des jeunes entrepreneurs, donc on affirme que le caractère de l'entrepreneur est un caractère qui est acquis, et non pas seulement inné. Ma question est comme suit. Est-ce qu'il y a une étude qui mesure le degré de performance dans le domaine de l'entrepreneuriat selon les personnes, soit si elles sont poursuivent soit leur étude dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management, soit ils sont entrepreneurs par passion, ou bien soit des personnes qui ont suivi les deux. Ma deuxième question porte sur comment peut-on expliquer la contradiction entre l'orientation étatique vers la promotion de l'entrepreneuriat et la complexité des procédures, comme par exemple la fiscalité décourageante. Et est-ce qu'il s'agit d'une affaire d'abord politique, ou bien un manque de coordination, ou bien il y a d'autres causes? Merci. On n'a pas noté son nom en fait. Oui. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'on apprend avec les erreurs. Et quand je disais claque, il y en a qui étaient sévères. Mais je pense que quand on s'engage dans cette voie, et quand on sait que c'est notre métier, on a un métier, et qu'il faut entreprendre, il faut s'aventurer de temps en temps. Je n'utiliserai pas le mot échec, parce que échec est un mot qui est assez grave, qui laisse des répercussions très importantes sur l'esprit de la personne. Je pense que c'est on trébuche pour se redresser et repartir. Mais ce qui est important, c'est de faire le bilan. Pourquoi il y a eu cette situation? Qu'est-ce que j'ai mal géré? Est-ce que j'étais assez compétent pour pouvoir m'aventurer dans ce milieu-là? Ou bien, est-ce que j'étais assez préparé pour? Est-ce que j'avais la forme, si on peut dire, entre guillemets, pour pouvoir m'aventurer? Je pense que j'avais vu il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est Steve Jobs qui parlait un petit peu et qui disait ne vous fiez pas aux apparences, on ne réussit jamais au premier coup. On ne réussit jamais au premier coup. On réussit après plusieurs tentatives. Et chaque tentative est une expérience. Chaque expérience va nous amener d'un niveau de savoir à un autre palier de niveau de savoir. Et c'est là où on progresse. Et c'est ça, et c'est là où il y a la progression, et c'est là où il y a la stimulation de l'esprit. Quand je vous disais, je reviens tous les matins très frais pour aller travailler, c'est un sentiment qui est immense. Il est immense. Qu'est-ce que je vais défier aujourd'hui? Bon, il est certain, on revient à une certaine réalité. Il est certain que au début, c'était pas le cas, parce que je savais qu'il fallait résoudre beaucoup plus de problèmes. Aujourd'hui, peut-être on a pu faire un parcours qui est intéressant, c'est à ma vision personnelle, et on a pu acquérir une certaine confiance qui nous permet de venir et d'aborder les problèmes d'une manière vraiment très simple. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a pris une claque, une grosse claque. C'était une prise de décision, abandon. Je vais vous donner quelques chiffres pour avoir un petit peu cette dimension de ce qu'on fait. On gère 135 personnes au niveau de la société Sport Performance. Et on avait 2 personnes, 2 coachs qui travaillaient avec nous, qui ont fait un abandon de poste. Alors que nous, on a un contrat avec un client et qu'il faut remplir. On doit être présent. Donc il y a abandon de poste, on attend. Est-ce que ça va... elles vont revenir. Une fille qui est partie pendant 45 jours, je ne dirais pas une fille, mais une personne, elle est partie pendant 15 jours, et sa copine l'a rejoint pendant 20 jours. Eh bien, on lance la procédure, bien sûr, de
d'abandon de poste. Le licenciement ne vient pas tout de suite, et c'est tout un processus. C'est pour ça que tout à l'heure vous parliez un petit peu de ce déséquilibre entre la réalité et la réglementation de travail. Et donc on a lancé la procédure. Au bout de 45 jours, les deux filles réapparaissent et disent et on était dans un milieu